Est-ce que vous aussi, vous parlez à votre chat ou à votre chien? Et si eux avaient aussi la parole, que pourraient-ils nous répondre? C'est tout l'enjeu de l'éthologie, mettre des mots sur les comportements des animaux. Aujourd'hui, membre à part entière de nos familles et foyers, on pourrait même parler presque de psychologie. Il est comme notre gamin, diraient certains. Après tout, le matou ou le toutou du coin a déjà bien son propre médecin, un vétérinaire. Comment mettre tout ça en lien? Éthologie, psychologie, biologie ou médecin? Pour en parler, ce soir, nous recevons Sarah Janin, psychologue et éthologue. En bref, une experte du comportement animal dont l'être humain, on pourrait dire. Et pas seulement dans la théorie, mais aussi et surtout sur le terrain. Nous sommes le mercredi 2 février de l'an 2022. Vous écoutez l'épisode 466 de Podcast Science. Bienvenue. Et dans notre tour de table virtuel parmi les habitués, on a Eléa parmi les plus belles plantes recensées qui est parmi nous. Oh, je sais pas comment je dois le prendre, mais bonsoir. On a Pascal à la technique, venu des meilleures pages de science-fiction. Salut à toi. Salut tout le monde. On a Johan normalement qui est toujours sur Terre. Salut. Salut. Moi, Cléora, moi-même paumé en campagne. Et surtout notre invitée, Sarah Janin, parmi les meilleurs amis des animaux. Bonjour à tous. Alors merci d'être venu ici pour en parler un peu d'éthologie et de ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Avec grand plaisir. Je te laisse te présenter et d'enchaîner. Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Sarah Janin et comme le disait très bien Cléora, je suis psychologue clinicienne et aussi docteur en éthologie. Et actuellement, je partage mes activités entre la direction d'un centre de formation qui s'appelle Animal University, c'est peut-être mieux de le dire comme ça, qui est dédié aux activités en lien avec les animaux de compagnie. Je fais également des consultations de comportement que je mène en binôme avec un vétérinaire comportementaliste qui s'appelle Thierry Bedossa à Neuilly-sur-Seine, à Paris. Et puis, j'enseigne les neurosciences aux étudiants de psychologie à la fac de Nanterre. Et enfin, j'encadre aussi des recherches d'étudiants en master, notamment en éthologie, mais aussi en anthropologie ou en psychologie. Donc voilà pour mes activités actuelles. J'en profite peut-être aussi pour parler rapidement de mon parcours. Donc j'avais fait un master de psychologie clinique, orienté vers la recherche déjà. Et en fait, j'ai découvert l'éthologie très tardivement, au cours de ma licence de psychologie. Je connaissais pas du tout cette science. Et c'est les professeurs que j'ai eus, en tout cas, m'ont d'emblée passionnée. Du coup, j'ai réalisé plusieurs stages pendant ma licence, en France d'abord, et puis ensuite quand j'étais en master en Angleterre, pour essayer d'en apprendre davantage. Donc j'ai travaillé sur les oiseaux d'abord, et puis ensuite sur les chiens. Et puis j'ai décidé de finalement poursuivre vers un doctorat. Et donc j'ai réalisé mes recherches sur la communication entre l'humain et le chien de compagnie. Ces recherches ont été menées à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, et sous la direction d'une professeure en éthologie qui s'appelle Caroline Gilbert, qui dirige actuellement les consultations d'ailleurs de médecine du comportement au centre hospitalier de Maisons-Alfort. Et pendant ces recherches que je faisais au cours de ma thèse, j'ai eu l'occasion justement de découvrir aussi les consultations de comportement. Je savais absolument pas que ça existait, c'est-à-dire des propriétaires qui viennent parce que ils ont un souci avec leur animal de compagnie qui présente des comportements qui les gênent. Et puis on essaye de trouver ensemble des solutions. Donc à l'époque, deux consultants s'alternaient, le docteur Emmanuel Titeux et puis le docteur Thierry Bedossa, qui est devenu ensuite mon associé au sein d'Animal University. Donc ces consultations, c'était vraiment très nouveau pour moi. Et parmi les motifs de consultation qui amenaient les propriétaires à consulter, alors on pouvait citer pour les chiens, c'était souvent et c'est encore des problèmes d'agressivité, soit envers leurs congénères, soit envers les êtres humains. Ça peut être des destructions ou alors des vocalisations quand leur propriétaire s'absente, ou alors ils vont faire leurs besoins de manière inappropriée à l'intérieur de la maison. Ça peut être un chien qui est terrifiant en ville ou qui va fuguer de sa maison. Pour les chats, on a à peu près les
finalement des comportements gênants assez similaires. On a aussi souvent des chats qui ont des comportements, des éliminations qu'on appelle en dehors du bac à litière, hors bac, des états anxieux qui amènent à, par exemple, des stéréotypies, des chats qui vont se lécher de manière extrêmement intensive jusqu'à perdre tout leur poil ou se blesser. Alors, parmi les causes qui peuvent aussi expliquer ces comportements gênants, on a de très nombreuses variables, de très nombreux facteurs. On a le fait déjà que nos animaux de compagnie, comme les animaux sauvages qui vivent en captivité, vivent dans nos appartements ou dans nos maisons, mais en tout cas sont captifs également. On leur impose une promiscuité avec des espèces, soit la même espèce qu'eux, soit des espèces différentes, mais en tout cas, ils n'ont pas le choix de vivre avec les membres de leur foyer. Et puis d'ailleurs, ils n'ont le choix de rien. Quand j'y pense, ils n'ont pas le choix de ce qu'ils vont manger, quand ils vont manger, avec qui ils vont interagir, s'ils vont interagir, s'ils se reproduire également. Donc les chiens, je rappelle, sont tenus en laisse, c'est une obligation par la loi française et pas que. Donc c'est vrai qu'on leur impose énormément de contraintes et ces contraintes conduisent à de la frustration. Et la frustration peut engendrer justement des comportements gênants qui sont en réalité finalement des tentatives d'adaptation aussi à un milieu qui n'est pas favorable ou qui ne permet pas aux animaux de répondre à leurs besoins. Et puis on peut avoir aussi comme autre facteur qu'un environnement défavorable, une communication ou plus largement une relation qui ne serait pas optimale avec les propriétaires. On peut avoir des personnes qui sursollicitent leur animal ou au contraire qui le laissent seul 7 heures par jour, ce qui vraiment conduit à un ennui profond. Et puis, on peut avoir un mode de vie aussi qui ne convient pas à l'animal. Je citais justement des animaux qui peuvent être anxieux en milieu urbain et des propriétaires qui vivent au plein cœur de Paris, par exemple, puisque c'est là où on consulte. Et du coup, c'est vrai que ça conduit à beaucoup de stress chez l'animal. Et ce stress se manifeste donc par des comportements gênants. Alors, ces consultations de comportement m'ont permis aussi de prendre conscience de la complexité de notre relation à l'animal. Parce qu'au cours de ces consultations, j'ai vu des animaux qui étaient bien sûr chéris, mais aussi des animaux qui étaient incompris, qui étaient maltraités, d'autres qui étaient chouchoutés. Vraiment, on voit de tout. Et des animaux qui peuvent être considérés comme des membres de la famille, et d'autres qui vont être assimilés à des biens. Et ces entretiens avec les propriétaires étaient quand même l'occasion aussi, je l'ai constaté, d'une véritable catharsis. C'est-à-dire que les propriétaires avaient l'occasion d'exprimer aussi ce qu'ils ressentaient. Et on a énormément d'émotions qui se confondent au cours de ces consultations. On a de la colère, je parle des propriétaires, de la frustration, de la tristesse, du désespoir, de la honte, de la culpabilité, de l'épuisement, du découragement. Puis on a aussi bien sûr de la joie, du soulagement, de l'excitation. Beaucoup de sentiments qui sont parfois aussi ambivalents. Et donc, j'ai vite compris déjà à l'époque où j'ai découvert ces consultations que même si l'animal était le sujet de la consultation, bien sûr, il était indispensable de prendre en compte aussi les attentes et les besoins des propriétaires dans la prise en charge. Il ne fallait pas seulement considérer les tentatives d'adaptation de l'animal à l'humain et à son environnement, mais aussi les tentatives d'adaptation de l'humain à son animal. Et donc, au cours de ma thèse et donc de ces visites aux consultations de comportement à Maison Alfort, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le vétérinaire dont je vous parlais, qui est maintenant mon associé, Thierry Bedossa. Et après chaque séance, donc on débriefait. Qu'est-ce que t'en as pensé? À ton avis, pourquoi telle personne a eu cette réaction? Quelle émotion t'as perçue chez elle, chez son chien, chez son chat? Et c'est ainsi que notre réflexion a mûri. Et Thierry m'a confié quand même se sentir vraiment démuni lorsqu'il y avait des problématiques humaines qui constituaient, si on peut dire, la toile de fond du motif de consultation. Et donc, à la fin de ma thèse, en 2016, il m'a proposé de mener des consultations de comportement en binôme à la clinique du Pont de Neuilly pour développer en fait une véritable approche interdisciplinaire qui lui paraissait du coup plus complète, plus qualitative aussi pour les patients. Et donc, ça aurait été vraiment de lier la médecine vétérinaire, l'éthologie et la psychologie. Donc ça, je vais y revenir. En tout cas, j'étais assez stupéfaite quand même à l'écoute de ce qu'il me disait,
de constater que les vétérinaires n'ont pas, ou en tout cas peu, de formation en psychologie ou en communication humaine dans leur cursus, alors qu'ils sont en permanence avec des propriétaires quand même, qu'ils travaillent dans le domaine du soin, de la relation d'aide, et puis n'ont pas non plus de formation en éthologie, c'est-à-dire le comportement animal, qui est quand même la base de leur métier. Donc vraiment, je suis très très étonnée, je déplore ça. Alors je crois que ça commence, à Maison Alfort, justement, on commence à avoir des enseignements en éthologie, peut-être dans d'autres écoles vétérinaires que je ne connais pas, mais en tout cas c'est récent et ça devrait être fondamental dans le cursus initial. C'est une spécialité pour le moment pour les vétérinaires, donc c'est pas du tout dans le cursus initial. Et c'est également le cas de la majorité aussi des comportementalistes, un manque de formation à la fois en éthologie et en psychologie. Donc, le vétérinaire qui a cette spécialité de comportementaliste, il est en effet expert après sa spécialisation du comportement animal. On le consulte pour solutionner une problématique qui est liée à l'animal, mais comment est-ce qu'on fait lorsque le problème ne vient pas directement de l'animal, mais de la relation avec le propriétaire, par exemple, quand c'est tout le système finalement qui est ébranlé? Là, ça nécessite vraiment des compétences en psychologie. Alors, je vais vous parler un petit peu de comment se déroule la consultation que l'on mène en binôme, ce qui est assez novateur finalement. Je crois que, à ma connaissance en tout cas, on est les seuls en France à proposer cette démarche-là, peut-être même en Europe, je ne sais pas. Après, je ne connais pas toutes les manières de travailler. Donc, la consultation commence par un entretien libre que je mène moi avec les propriétaires pour connaître un petit peu plus l'histoire de l'animal, le motif de consultation. Et je fais en quelque sorte une synthèse de toutes les informations que j'ai recueillies à Thierry, qui va nous rejoindre dans un second temps. Donc, avant de parler de comportement, avant toute chose, Thierry, qui est vétérinaire, va s'assurer qu'il n'y ait pas d'affection organique, qu'il n'y ait pas de cause organique associée, parce que sinon, c'est pas la peine de parler de comportement. En fait, on fait vraiment d'abord une démarche de médecine interne, qui est primordiale. Donc, ce que tu veux dire, en fait, tu fais une sorte d'anamnèse au début, c'est ça, avec les propriétaires? Exactement. Essayer de savoir comment ils vivent, combien ils sont dans le foyer, où est-ce qu'ils ont eu l'animal, à quel âge, est-ce qu'il est stérilisé ou pas stérilisé. J'essaie déjà d'identifier un petit peu le mode de vie de ces personnes et leur animal. Avant le diagnostic, enfin les diagnostics médicaux proprement dit. Exactement. Et là, tu avais une question? Est-ce que tu peux revenir sur le mot que tu viens juste d'utiliser et que j'ai pas du tout compris? Anamnèse? Ah L'anamnèse, c'est l'histoire de l'individu. C'est-à-dire comment il s'est développé. C'est vraiment... c'est l'histoire du patient qu'on reçoit. Ok, merci. C'est plus clair. Et je voulais réagir. Déjà, je suis hyper choquée de savoir que les vétérinaires n'ont pas de cours de comportement animal. Très peu, trop peu. Enfin, je savais qu'il leur manquait des trucs, mais je pensais pas que le comportement animal, ça faisait partie des choses. Et il y en a qui l'ont fait remarquer dans la chatroom, et je trouve que c'est assez vrai. Globalement, la psychologie et l'accueil de patients, ça manque aussi en médecine, ça manque aussi en pharmacie, et voilà, c'est l'interdisciplinarité, ça ferait pas de mal dans les métiers du soin et dans les métiers relationnels de ce type-là, quoi. C'est exactement ça. Dès qu'il y a de la relation d'aide ou du soin, mais dans tous les coiffeurs, tous ceux ou l'esthétisme, etc. Je pense que c'est des coachs de vie vraiment précieux pour beaucoup. Les curés. ouais, complètement. Bah oui, mais à la limite, ils sont préparés, tu vois, à recevoir comme ça des confessions. Voilà, désolée de t'avoir interrompu, mais... Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc après cette anamnèse, ce bilan sur la vie de l'animal et le cadre de vie qu'il a actuellement, donc Thierry nous rejoint, et puis conjointement, du coup, on va observer l'animal, alors les propriétaires que moi j'ai déjà aussi observé pendant justement cette première partie, pour essayer d'identifier un petit peu son tempérament, ses états émotionnels dans le contexte dans lequel on l'observe, ceux de ses propriétaires. On va faire des mises en situation aussi, des tests factuels, c'est-à-dire que on travaille beaucoup avec les chiens de Thierry, des chiens qui sont très entraînés puisqu'ils suivent les consultations depuis qu'ils sont chiots, et puis donc ils ont à leur disposition un grand nombre de stratégies pour s'adapter au profil de tempérament de l'animal qu'ils ont en face d'eux. Et donc, on va regarder comment, si c'est un chien en tout cas, comment il réagit face à l'arrivée de congénères. Est-ce que c'est un chien plutôt anxieux? Est-ce que c'est un chien plutôt social? Comment il est face à des personnes inconnues? Comment il est vis-à-vis de ses propriétaires? Et l'avantage, c'est que
comme on est dans un contexte qui est standardisé, puisqu'on fait ses consultations toujours dans la même salle, toujours dans la même clinique, on peut comparer les individus. Bien sûr, c'est pas leur environnement familier, donc ça conduit peut-être à un biais, mais en même temps, c'est un environnement standard qui nous permet des comparaisons. Donc pareil, pour les chats, on va regarder certains vont par exemple sortir spontanément de leur caisse de transport, d'autres vont rester toute la consultation tapis au fond justement de la caisse. Donc c'est très intéressant pour se faire une idée du tempérament. Et donc, autre test qu'on peut faire, on peut en faire dans la rue aussi. Pour un chien qui a peur justement de la ville, on va pouvoir vraiment faire un test factuel, observer comment il réagit dans un environnement urbain. On peut demander au propriétaire de sortir de la salle pour voir comment l'animal réagit en l'absence de ses propriétaires, au moment des retrouvailles, etc. En fait, toutes ces observations sont la base de notre travail. Alors, je sais pas s'il y a un micro qui est ouvert, mais j'entends moi pas mal de bruit en même temps que je parle, mais je sais pas si les autres l'entendent aussi. Je vous le fais juste dire. Et donc, ces observations vont nous permettre de distinguer le factuel du relaté. Parce que bien sûr, on prend en compte les éléments que nous apportent les propriétaires, mais c'est à travers leur prisme d'humain et de propriétaire, donc une vision subjective. Donc, pour reprendre l'expression d'un autre professeur d'éthologie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bertrand Deputte, on dit, d'ailleurs, on le dit aux propriétaires, écoutez, pas de blabla, des datas. Okay. Alors, ça peut être un petit peu vulgaire de dire pas de blabla, c'est pas encore une fois, on les écoute et c'est très important d'avoir leur vision, mais il faut aussi qu'on puisse observer. Donc, on va aussi demander aux propriétaires, le plus possible, en amont et en aval de la consultation, de nous amener du film, c'est-à-dire nous envoyer par WhatsApp des vidéos de comment se comporte l'animal à la maison, pour aussi avoir des données objectives pour faire des hypothèses sur le comportement ou les causes du comportement de l'animal. Et puis, une fois qu'on a identifié les facteurs intrinsèques ou extrinsèques à l'origine des comportements gênants, on va proposer un ensemble de recommandations aux propriétaires sous la forme d'un compte-rendu oral pour être sûr qu'ils aient bien compris et retenu ce qui s'est dit au cours de la consultation, et puis un compte-rendu écrit complet. Alors, cette démarche interdisciplinaire, elle s'arrête pas à ce binôme vétérinaire, éthologue, psychologue. On travaille également en étroite collaboration avec des éducateurs canins, des promeneurs professionnels, dont certains font également de la pension, parce que parfois c'est important de pouvoir conduire l'animal dans un environnement plus adapté pendant un temps pour lui permettre de faire de nouveaux apprentissages, par exemple auprès de chiens entraînés, ce qu'on appelle les apprentissages sociaux. On va faire appel aussi parfois à des comportementalistes félins qui pourront aller au domicile des personnes pour proposer aussi des aménagements favorables pour répondre aux besoins du chat, en l'occurrence. On va faire appel à des entraîneurs experts des techniques de modification des comportements, alors essentiellement basées sur le renforcement positif. Et donc, finalement, tout ça, la consultation, les recommandations qu'on va faire, impliquent souvent quand même des changements d'habitude, des changements d'attitude aussi, des aménagements physiques, des investissements personnels, des investissements financiers aussi, qui représentent parfois des bouleversements très importants dans la vie des propriétaires. Et donc, c'est vraiment essentiel qu'ils se sentent soutenus et accompagnés dans cette démarche. Parce que la motivation qu'ils vont avoir dans le soin est un atout qui est indispensable pour garantir l'efficacité des solutions qu'on va proposer. Donc, on propose également un suivi par correspondance, c'est-à-dire de nous tenir au courant par mail de l'évolution de l'animal. Et on propose aussi parfois de faire une consultation de suivi pour faire le point. Ça peut être 1 mois après, ça peut être 6 mois après, selon les besoins. Alors peut-être que je peux aussi parler un petit peu des apports de l'éthologie dans ces consultations. En fait, la relation qu'on va construire avec un chien ou avec un chat et la manière dont on se comporte avec lui vont varier selon la représentation déjà qu'on se fait de l'animal. Et cette représentation qu'on se fait de l'animal est façonnée par de nombreux facteurs, par notre éducation, par le milieu social et culturel dans lequel on s'est développé, par nos expériences personnelles aussi. Et en consultation, les représentations des propriétaires vont avoir une influence sur la manière dont ils perçoivent les comportements aussi de leur animal, la manière dont ils reçoivent nos explications aussi, et la mise en place de nos recommandations. En fait, on se rend compte que bien souvent, les propriétaires sont peu ou alors mal informés sur leur animal,
Par exemple, ils ignorent les besoins et les modes de communication aussi de l'espèce, ses capacités cognitives, ses capacités sensorielles. Ils ignorent aussi la sélection artificielle exercée pendant des siècles sur les races de chiens et de chats actuelles, les tendances comportementales du coup qui persistent malgré tout parce que elles sont inscrites dans leur patrimoine génétique. Ils ne connaissent pas les besoins, les préférences, les capacités aussi spécifiques de leur animal en tant qu'individu. Et donc, par conséquent, ils ont recours à leur projection pour interpréter les intentions ou les motivations que leur animal exprime à travers ses comportements. Et ces projections, qu'on va appeler des inférences, c'est-à-dire ce sont des hypothèses finalement, sont généralement erronées parce qu'elles sont inspirées de leur vision anthropocentrée de la situation, c'est-à-dire que ils regardent la situation de leur point de vue d'humain et c'est normal, mais du coup ils vont projeter ce que eux ressentiraient dans cette situation, ce qui peut être en total décalage avec ce que l'animal perçoit. Et donc ce manque de connaissances les rend incapables de se mettre à la place de l'animal et d'adopter son point de vue. J'utilise souvent cette notion de monde propre qu'on appelle l'Umwelt, c'est-à-dire vraiment se mettre à la place de l'animal pour comprendre comment il doit percevoir le monde à travers notamment ses capacités sensorielles et cognitives. Et si on n'a pas de connaissance de ça, on n'arrive pas à se mettre à la place de l'animal. Par exemple, pour vous donner un exemple un peu plus concret, ce que j'entends très régulièrement, c'est mon chat a uriné sur le canapé pour se venger parce que je l'ai laissé seul. Il n'y a aucune garantie que cette hypothèse soit juste. Il faut vraiment opter pour ce qu'on appelle un principe de parcimonie, c'est-à-dire toujours utiliser l'hypothèse la plus simple pour expliquer un comportement. Donc, dans ce cas-là, le plus probable est que le chat ait uriné parce qu'il était peut-être anxieux d'être laissé seul dans un appartement alors qu'il ne sait absolument pas quand les propriétaires vont revenir. Il était peut-être contrarié, oui. Ou encore, il était peut-être stimulé par les odeurs qu'il y avait sur le canapé ou parce que le canapé était plus propre que sa litière. Donc c'est ça vraiment le principe de parcimonie. Attention à ne pas projeter ou imaginer des hypothèses extrêmement complexes pour expliquer un comportement alors qu'il y a des hypothèses bien plus simples qu'on peut privilégier au départ en tout cas. Alors je dis pas que c'est impossible que la vengeance n'existe pas, mais en tout cas déjà les recherches en éthologie n'ont pas pour l'instant mis en évidence ce sentiment de vengeance chez le chat ou chez le chien. Et puis ne pas oublier aussi que le canapé dans cet exemple n'a absolument pas la même valeur pour un chat que pour nous. Je veux dire, c'est un canapé pour un chat, c'est un super support où il est confortable et puis pourquoi pas en effet plutôt pas mal pour faire ses besoins. Donc on n'a ni les mêmes capacités perceptives ni les mêmes représentations que le chat ou le chien avec lesquels on vit. Et le problème, ce sont les conséquences qui découlent de ces erreurs d'interprétation. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que font les propriétaires ? Ils vont punir le chat, ce qui va renforcer son anxiété ou son irritabilité, et cela risque en plus de dégrader la relation qu'ils ont avec l'animal. C'est typiquement aussi le cas avec les chiens qui grognent. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve et qui est vraiment dangereux. C'est-à-dire que les humains ne supportent pas qu'un chien grogne parce que ça a une connotation négative. Dans nos représentations, c'est synonyme d'agression. Or, c'est un signal de communication, comme le fait de dire « arrête » dans notre langage verbal humain, lorsqu'on ne veut pas être sollicité, qu'on n'a pas envie d'être touché, qu'on n'a pas envie d'être embrassé. Encore une fois, on n'a pas le même langage, et le chien exprime qu'il ne veut pas être approché, être touché, être sollicité, ou qu'il veut qu'un comportement cesse, qu'on arrête de le caresser, qu'on arrête de lui parler, qu'on arrête de le toucher, par le grognement. Et donc, si vous le réprimandez chaque fois qu'il grogne, il va rapidement apprendre à ne plus grogner, parce que c'est inutile, c'est inefficace, et lorsqu'il voudra faire cesser une interaction qui ne lui plaît pas, il passera à la morsure directement. Si je veux faire cesser une étreinte, je vais dire arrête, et si c'est pas efficace, je vais pousser la personne, je vais la repousser, ou je lui collerai une gifle, ça dépend de mon état d'humeur, mais c'est la même chose. Et puis, d'autre part, les recherches sur les animaux de compagnie, en éthologie puis aussi en médecine vétérinaire, se développent de manière exponentielle, mais seulement depuis ces 30 dernières années. Et en particulier, les études sur la cognition canine, et plus récemment encore sur la cognition féline. Et les données de la littérature scientifique sur les capacités perceptives du chien et du chat nous aident à mieux comprendre
et à appréhender aussi leurs réactions. Ces derniers peuvent réagir parce que, d'une manière en tout cas qui nous semble surprenante, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont senti, parce qu'ils ont entendu quelque chose que nous n'avons pas perçu. On entend souvent dire les propriétaires, mais il est devenu fou, je sais pas pourquoi, il y avait rien pourtant. Ça, c'est notre point de vue d'humain. Mais peut-être que lui, il a senti des vibrations, peut-être qu'il a senti une odeur, qu'il a entendu quelque chose qui nous échappe. Et là-dessus, d'ailleurs, sur les connaissances en particulier en cognition canine et cognition féline, il n'y a pas des bouquins dessus? T'as pas fait un bouquin dessus ou... Si, tout à fait. En fait, on a fait un ouvrage, là aussi, interdisciplinaire, c'est très important pour nous, qui s'appelle « Comportement et bien-être du chien, une approche interdisciplinaire », et son pendant chat, « Comportement et bien-être du chat, une approche interdisciplinaire », où là, on a en effet des synthèses de la littérature scientifique sur la cognition, mais pas simplement, sur les méthodes aussi d'éducation, une sorte d'actualisation des connaissances, puisque l'ouvrage sur le chien est paru en 2020 et puis sur le chat en 2021. Donc c'est tout récent et on a vraiment des juristes, des vétérinaires, des éthologues, des anthropologues, des philosophes qui parlent justement d'une thématique pour laquelle ils sont vraiment spécialistes. Donc c'est intéressant de croiser comme ça les différentes sciences. Et donc ces avancées scientifiques ont permis de changer quand même le regard qu'on porte sur les animaux de compagnie et de les concevoir comme des êtres, alors le terme qui est souvent employé, c'est des êtres sentients. Voilà, des êtres qui sont capables de ressentir des choses, de se souvenir de leurs actions et de leurs conséquences, de ressentir des sentiments. Donc ça fait quand même aussi appel à la conscience. Donc des êtres sentients qui ont des besoins, qui ont des préférences aussi particulières. Et en tant que professionnel, on a quand même ce devoir de se tenir informé et de transmettre nos connaissances aux propriétaires. Donc ça aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, on a cette responsabilité-là. Et l'intérêt de notre binôme, j'y reviens, vétérinaire et éthologue, psychologue, c'est de pouvoir formuler des conseils et des recommandations qui reposent à la fois sur notre expérience clinique et sur les travaux de recherche en éthologie, en médecine vétérinaire et en sciences humaines. C'est vraiment un regard croisé. Il faut vraiment bien penser, et ça, j'en ai conscience de cette responsabilité, quand même que le clinicien a un rôle pédagogique essentiel. Parce que la grande majorité des problématiques rencontrées reposent, tout ou partie en tout cas, sur un manque de connaissances, encore une fois, des propriétaires au sujet de leur animal, de l'espèce, de la race, de l'individu. Et donc, notre responsabilité, c'est d'informer les propriétaires. Et ce travail implique, du coup, de continuellement mettre à jour nos connaissances au travers de formations, de congrès et au travers d'articles, donc à travers la littérature scientifique. Et à ce sujet, j'en profite pour aussi vous informer parce que, pareil, approche interdisciplinaire, ça va être le leitmotiv de ce podcast, mais c'est qu'on organise avec donc Animal University, mais aussi l'Université Paris-Nanterre, un congrès, le congrès national dédié aux animaux de compagnie d'ailleurs, qui s'appelle Pet Revolution, donc Pet Révolution avec l'accent français, qui est un congrès qui se déroule sur 2 jours en digital et qui aura lieu le 3 et 4 décembre 2022. Et puis on a ajouté, parce qu'on avait envie quand même de revoir un peu les gens, une demi-journée en présentiel le 1er octobre. Et on aura la chance de recevoir France Deval en présentiel et puis en digital Jane Goodall. Donc on est très contents. Et puis donc je vous encourage, les informations sont pas encore en fait officielles, leur venue oui, mais on n'a pas encore publié sur le congrès. Donc voilà, vous avez l'info en avant-première et puis tout bientôt on communiquera dessus. C'est le scoop. Voilà, c'est le petit scoop. Sur ce besoin du coup de se maintenir informé, etc., puissent tous les professionnels de tous les soins pour tous les types d'animaux t'écouter et t'entendre. On va leur diffuser l'extrait en boucle. Complètement. Oui, c'est valable pour tellement d'activités. On devrait vraiment toujours actualiser nos connaissances, puis même par curiosité. Et donc finalement, ce travail, ça mène à une vision systémique. Et la vision systémique repose sur cette idée que le tout est plus que la somme des parties. Donc, en réalité, c'est vrai que c'est le cadre, en fait,
et la démarche de nos consultations de comportement sont très similaires à ceux des thérapies systémiques ou encore de la pédopsychiatrie, parce que les problématiques pour lesquelles les propriétaires nous consultent ont non seulement un impact sur la sphère familiale, mais elles sont en fait inhérentes à la sphère familiale, à ce système. Et donc le déroulement de la consultation est très proche d'une séance de thérapie systémique, quand on demande déjà dans la mesure du possible à ce que tous les membres de la famille, animaux y compris, soient présents. Ensuite, on va instaurer un cadre bienveillant, un cadre non jugeant, en proposant une écoute empathique qui permet du coup d'établir une relation de confiance, c'est fondamental. Et en plus du contenu du discours, je vais prendre en compte au cours de cet entretien, les messages non verbaux, les messages corporels aussi, qui nous parlent énormément. Et cet entretien préalable va me permettre d'analyser les rapports des membres du foyer entre eux, d'avoir une idée de leur tempérament, de leurs états émotionnels, cognitifs, et de leur représentation et de leur connaissance de l'animal, aussi de leur investissement affectif. Et ça me permet de repérer des tensions éventuelles au sein de la famille, par exemple des divergences de points de vue aussi, sur l'animal et sur ses comportements. C'est pour ça qu'il m'arrive aussi de demander parfois de m'entretenir avec chacun des membres du foyer individuellement, en particulier quand j'ai l'impression qu'ils demeurent des non-dits. Et cet entretien préalable est l'occasion pour les propriétaires d'exprimer leurs émotions, qui sont souvent contenues, voire refoulées au quotidien, auprès de professionnels qui, là, vont comprendre leur détresse, leurs craintes, leur colère, leur ambivalence, souvent, et qui ne les jugent pas. Alors, quels sont les apports, plus précisément, de la psychologie au sein de ces consultations ? En fait, la consultation, c'est une mise en relation entre un patient ou des patients et un clinicien qui ont chacun leur histoire, leur personnalité, leur mécanisme de défense et leur système de représentation. Désolée, vous allez entendre mon chat qui est très investi. Et donc, des compétences en psychologie sont essentielles pour poser un cadre sécurisant et clair pour créer un climat de confiance. Et à ce moment-là, on peut créer une alliance. Alors, je vais le dire thérapeutique parce que là, on est dans la psychologie, mais une alliance qui va permettre que la communication soit efficace et que le propriétaire soit engagé et coopérant, qu'il ose nous dire ce qui se passe, pour pas qu'on passe à côté d'informations importantes. D'ailleurs, est-ce que c'est l'animal qui est plus coopérant ou c'est le propriétaire ? Écoute, ça dépend. On a vraiment de tout, mais quand même, s'ils font la démarche de venir, de payer, et c'est pas donné quand même une consultation de comportement, c'est qu'ils ont envie de s'en sortir. Le seul problème, c'est que souvent ils arrivent tard. Ils voient la consultation comme une solution miracle, et ça, c'est un petit peu embêtant parce que quand ça fait 10 ans que ça traîne, changer le comportement d'un animal ou un environnement, changer les attitudes de quelqu'un, ça devient très difficile. On est moins flexible. Mais c'est vrai que la raison pour laquelle les propriétaires consultent s'inscrit parfois dans une problématique plus large que le comportement gênant de l'animal. Par exemple, ils peuvent avoir des difficultés affectives, économiques, des problèmes de santé. Et du coup, c'est vrai que c'est pas étonnant que les données de la littérature scientifique mettent en évidence en tout cas que les personnes qui traversent des bouleversements de vie comme un déménagement, mais ça peut être aussi une maladie, un deuil ou une séparation, ont tendance à adopter un animal de compagnie à ce moment-là. Probablement parce que les animaux de compagnie offrent du réconfort, de l'affection, peut-être aussi un sentiment de sécurité lorsqu'on se sent vulnérable, qu'on se sent seul, déprimé. Et du coup, ces derniers sont perçus comme un soutien social et émotionnel. Et là, il faut faire vraiment attention parce que d'autres études en éthologie ont mis en évidence qu'il existe une contagion émotionnelle entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires. Alors, elle peut être positive comme négative. C'est ça le problème. Par exemple, si un propriétaire est stressé, son chien aura de moins bonnes performances dans une tâche cognitive comparé à un chien qui a son humain qui est détendu. Ça, c'est ce qu'ont montré certaines études. Et du coup, ça, c'est important pour nous parce que si on prescrit un travail de rééducation, il faut que l'animal soit disponible dans sa tête. Et s'il est aux prises à des émotions très importantes, sa sphère cognitive ne va pas bien fonctionner. Donc, il faut d'abord jouer sur le côté émotionnel. Et donc, l'état psychologique du propriétaire peut altérer la qualité de vie de son animal. On constate que, de manière empirique en tout cas,
que les chiens sont aussi très sensibles, par exemple, aux changements. Alors, je dis les chiens, mais ça doit être valable aussi pour les chats. C'est plus flagrant chez les chiens. Sont très sensibles aux changements physiques et psychologiques induits par la prise de drogue, que ce soit de l'alcool, du cannabis, et aussi aux variations, alors je vais dire neurochimiques, moi, ce qui se passe dans le cerveau, induites par les psychotropes. Donc, quand on prend des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Par exemple, j'ai déjà vu des chiens qui devenaient agressifs vis-à-vis d'humains qui étaient en état d'ébriété ou sous traitement médicamenteux. Et de la même façon, certaines maladies neurodégénératives entraînent des changements subtils et progressifs, des micro-signaux. Ça peut être des légers tremblements, une démarche qui devient mal assurée, des mouvements maladroits ou même des changements dans la voix. Ça peut être des changements d'humeur aussi, que l'entourage ne perçoit pas tout de suite, mais auxquels les animaux sont sensibles et réagissent. Alors là, l'idée, c'est évidemment pas de culpabiliser les propriétaires en disant vous allez arrêter d'être stressés faites-vous soigner. C'est pas l'idée, c'est complètement contre-productif de réagir de cette manière. Au contraire, il faut être soutenant et les amener peut-être à eux aussi prendre soin d'eux et peut-être à aller consulter un professionnel, un thérapeute, pour qu'ils soient soutenus. Parce que c'est compliqué à la fois de prendre soin de soi et soin de son animal. Ça demande beaucoup d'énergie et en général, dans ces moments, ils n'en ont plus. Donc, il est aussi un autre point qui est important pour parler des problématiques humaines qui peuvent être intriquées avec les comportements gênants de l'animal, c'est qu'il faut bien considérer aussi l'intrusivité de certains adultes ou de certains enfants, leurs états émotionnels, leurs états mentaux, leur fonctionnement relationnel aussi, dans la prise en charge comportementale. Et c'est là où le vétérinaire ne se sent pas souvent légitime. C'est pour aborder les problématiques d'ordre personnel ou recommander un suivi psychothérapeutique, alors que c'est parfois nécessaire pour le bien-être de l'humain et par conséquent de son animal. Et donc, à ce sujet, on travaille en étroite collaboration avec des psychothérapeutes. Donc là, je précise que moi, en tant que psychologue, je ne suis pas les patients en psychothérapie. Je suis pas psychothérapeute, mais on travaille main dans la main avec des psychothérapeutes. Alors par contre, aussi un point important, c'est qu'il ne faut pas non plus associer systématiquement le comportement gênant d'un animal avec un dysfonctionnement chez le propriétaire. Ce serait totalement injuste et pas vrai. Le tempérament de l'animal, ses conditions de développement, les séquelles par exemple de mauvais traitements antécédents peuvent représenter un challenge pour les plus sains des propriétaires. Et enfin, il est important aussi de pouvoir être capable d'identifier et de contrôler ses réactions. Parce que cette prise de conscience de nos émotions, de nos projections et de la manière de les gérer est une compétence qui s'apprend et qui se travaille. Moi, j'ai déjà été confrontée à des propriétaires qui, pour une raison X ou Y, provoquaient chez moi des émotions très fortes. Et là, on peut vite tomber dans le jugement. Et puis, c'est pas ce qu'on veut, puisque l'objectif, c'est le changement. Okay, donc, il faut pas renvoyer un jugement ou laisser percevoir en tout cas que au propriétaire tout simplement qu'on est en désaccord avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Alors bien sûr, on a une position de professionnel qui nous amène à leur donner des recommandations, mais dans leurs actions, pas vis-à-vis de leur personne. Alors peut-être que pour vous illustrer ça de manière un petit peu plus concrète, je peux vous donner des exemples de quelques cas cliniques. Alors je vais vous présenter par exemple un cas qu'on avait eu, le motif de consultation, c'était un chat, et le motif de consultation, c'était ce qu'on appelle une dermite de léchage. C'est lorsque un chat se lèche de manière très intensive et jusqu'à se blesser, donc il a des plaies, il a des pertes de poils, parce que il se lèche de manière compulsive. Donc là, c'était un chat qui avait vraiment plus du tout de poils au niveau de l'abdomen. Et alors, le propriétaire nous explique que son chat réclame constamment à sortir, et que même s'il a conscience du besoin légitime de son animal, sa peur à lui est plus forte. Il nous confie, s'il arrivait malheur à mon chat, je ne me le pardonnerai pas. Et puis alors là, il déplie encore un petit peu plus et il dit, ce chat, c'était celui de mon père qui est décédé il y a pas longtemps. Donc là, le chat, ce qui est compliqué, c'est que c'est vraiment le symbole du lien affectif du fils à son père. Donc si le chat meurt, le lien qu'il est gardé uni, en quelque sorte, symboliquement, est rompu.
Et du coup, c'est vrai que là, on a une double perte. C'est-à-dire que si la personne perdait son chat, ça serait de faire à nouveau le deuil de son père. Donc, on voit ici comment l'éclairage psychologique peut être important pour un propriétaire, sans faire de la psychologie de comptoir non plus. C'est pas l'objectif de la consultation, mais d'avoir juste ce simple recul sur la situation peut nous faire prendre conscience de la nature du mal-être du propriétaire, de sa souffrance, qui, en plus, est vécue et portée par l'animal. Voilà, donc c'est vrai que là, ici, le discours du psychologue va être très important parce que il va falloir mettre en lumière qu'il y a une inadéquation entre les besoins de l'animal et les besoins ou les attentes d'un propriétaire qui a beaucoup investi son animal et qui représente symboliquement aussi le lien qu'il avait avec son père. Et ça, on peut pas choisir pour la personne. C'est ça qui est malheureux aussi, c'est ça qui peut être frustrant pour les cliniciens, c'est que vos recommandations, votre rôle, votre devoir, c'est de formuler des recommandations pour le bien-être de l'animal et puis aussi de répondre quand même aux besoins du propriétaire. Mais ce qu'il va retenir, ce qu'il va mettre en place, ça n'est plus de votre ressort. Voilà. Vous pouvez essayer de le convaincre, mais c'est lui qui décidera ou non de le laisser sortir. Et certains propriétaires, dans ce cas-là, vont nous dire « Mais non, moi je veux pas le laisser sortir, donc vous allez me trouver des molécules, des psychotropes pour l'abrutir et au moins il aura plus envie de sortir. » Et là, ça devient vraiment compliqué. Et certains vétérinaires vont répondre à cette demande-là. Et puis ça, c'est une des questions éthiques. On choisit ou non. Je sais que, par exemple, dans ce cas-là, Thierry Bedossa n'accepterait jamais de donner des psychotropes parce que, oui, ça répondrait à la demande du client, mais ça irait à l'encontre du bien-être d'un animal qui est en parfaite santé et dont les besoins juste sont insatisfaits. Voilà. Le placement peut être aussi une solution à envisager quand la personne est prête à l'entendre. Dans ce cas-là, c'était bien sûr inenvisageable, mais en tout cas, ça peut être une solution qui est raisonnable, qui est responsable dans certains cas. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce cas-là ou si je vous présente un autre exemple. Je ne sais pas non plus si on a des questions. On a d'autres questions, mais on les dira à la fin. Genre, si tu fais des consultations autres que des chats ou des chiens, par exemple. Ok. Alors, je spoil? Non. Mais on pourra en parler plus longuement juste après. Un truc aussi que je voulais demander, effectivement, en fait, je t'écoutais en disant que tu parles beaucoup d'animaux assez malheureux, manifestement, mais c'est vrai que les chats et les chiens, je pense, sont partis sans doute parmi les animaux domestiqués parmi les plus heureux, j'imagine. Et du coup, est-ce que tu travaillais avec des animaux d'élevage, etc. Voilà. Non, je travaille pas avec les animaux d'élevage et je suis tout à fait d'accord que leur condition est terrible comparée aux animaux de compagnie. Et c'est vrai que moi, j'ai un biais aussi professionnel, c'est-à-dire que je ne vois que des animaux qui en souffrance. Donc, c'est pas une vision globale. On a des animaux évidemment chéris, des animaux de compagnie qui partagent le foyer et qui sont et dont on respecte les besoins. De plus en plus, heureusement, j'ai une vision optimiste. De plus en plus, et ça, j'en parlerai à la fin. Mais maintenant, on nous consulte pour prévenir avant d'essayer de réparer. Donc, dès que... Ah, ça c'est bien. Voilà. Donc ça, on le voit d'ailleurs, c'est une évolution qu'on a pu constater ces dernières années. Donc, c'est vraiment qu'il y a des changements dans les représentations qu'on a de l'animal et c'est une bonne chose. Alors, je vous présente un autre exemple de cas rapidement. Un chien des propriétaires qui venaient parce que leur chien présentait une agressivité envers l'humain, donc ce qu'on appelle une agressivité interspécifique vis-à-vis d'une autre espèce, dirigée vers certains membres du foyer. Et donc, on a reçu un jeune homme qui était accompagné d'un berger malinois, donc un chien. Et puis, là aussi, d'ailleurs, c'est marrant, le chien appartenait au père du jeune homme qui était agent de sécurité dans un gymnase. Alors le chien, il arrive avec un collier étrangleur et puis, de manière flagrante, il craint la main de l'humain, donc tout de suite, de son humain en l'occurrence, du jeune homme. Et puis alors, du coup, ça nous amène à poser la question au propriétaire, est-ce que ça vous arrive de punir votre chien? Et puis il nous dit que son père lui donne parfois des coups de ceinture lorsqu'il obéit pas. Puis alors, on lui explique quand même que le fait d'infliger des violences physiques à un chien, c'est de la maltraitance. Et puis là, il réagit de manière extrêmement virulente en répliquant que lui-même a été élevé ainsi, qu'il n'a pas été traumatisé, qu'il n'en est pas mort. Voilà, je reprends vraiment ces mots, je les ai mis entre guillemets. Et donc, ce qui se passe ici au sein de la consultation, et la problématique pour nous, c'est que en qualifiant
le père du jeune homme de maltraitant, on bouleverse totalement la représentation que ce dernier a de son père, sévère mais juste, hein. Et du coup, je pense que là, avec le recul, je me dis qu'il aurait été peut-être plus approprié de demander au jeune homme avez-vous vous-même été élevé de cette façon et comment l'avez-vous vécu? Parce que on commence par explorer d'abord son point de vue. Ça aurait été quand même mieux de commencer par là, parce que notre représentation de la maltraitance n'est pas forcément la même que la sienne. Et même quand ça tombe sous le sens, il faut se méfier des évidences. Donc la difficulté dans cet exemple, c'est d'obtenir l'adhésion du propriétaire pour instaurer un changement d'attitude vis-à-vis du chien, ce qui implique là encore un travail sur les représentations, alors là sur l'éducation, sur la violence, sur la maltraitance, et sans juger la personne, parce que sinon il va pas nous écouter, il va se braquer, il va se fermer, il nous coûtera plus du tout ce qu'on va dire. Et puis c'est pas parce que la personne ne réagit pas sur le moment au cours de la consultation qu'il n'a pas pris en compte ou qu'il va pas mûrir aussi ce qu'on a dit. Donc il se peut aussi que d'ici quelques semaines, quelques mois, cette personne ça fasse résonner quelque chose en lui et qui peut-être que ça amène un changement. Bon, j'ai pas eu de nouvelles de ce propriétaire-là, donc je peux pas vous dire. Je sais que c'est souvent les questions après qui viennent. Et alors, qu'est-ce qu'il est devenu? Malheureusement, je vous laisse sur une petite frustration. Je ne sais pas pour celui-ci. Alors, maintenant que j'ai parlé d'éthologie, que j'ai parlé de psychologie, comment les deux sont imbriqués? En fait, l'éthologie et la psychologie ont, à mon sens, en commun l'observation fine de l'individu. La différence majeure serait qu'en psychologie, on peut échanger verbalement avec le sujet. Celui-ci peut exprimer ses états émotionnels, ses intentions, ses motivations, alors que dans le cas d'une espèce différente de la nôtre, on fait des inférences sur ces états à partir de manifestations comportementales. Mais l'humain s'exprime aussi à travers un langage non verbal, un mode de communication qu'on a tendance par ailleurs à négliger et qui, à mon sens, parle, si j'ose dire, entre guillemets, plus justement, de manière plus authentique que les mots. Et enfin, dans ma pratique clinique en comportement, ces deux casquettes sont indispensables. Mes compétences en éthologie vont me permettre d'observer et de faire des inférences, d'interpréter au mieux le comportement de l'animal. Et mes connaissances en psychologie vont m'aider à saisir les attentes, les besoins et les états émotionnels de l'humain qui accompagnent l'animal. Et donc cela nous permet, à Thierry, donc mon associé et moi-même, de trouver un compromis dans nos recommandations qui répondent à la fois aux besoins de l'animal et à ceux de son propriétaire. C'est vraiment une approche holistique, c'est-à-dire qu'on travaille à la frontière entre les sciences éthologiques, psychologiques, vétérinaires, mais aussi sociologiques et aussi l'éthique. L'éthique, beaucoup. Alors du coup, moi j'ai une question. Je t'en prie. Comme la psychologie, c'est la science du comportement humain, et l'éthologie, c'est la science, en gros, des comportements de tous les animaux, est-ce que la psychologie, ce ne serait pas un sous-ordre de l'éthologie, finalement? Si, en fait, on a l'éthologie humaine, et ça a vraiment des similarités avec la psychologie. Simplement, la psychologie, je renvoie vers cette différence, on peut demander aux personnes, on peut poser des questions, et les personnes vont s'exprimer sur leurs ressentis. Tandis que l'éthologie humaine, on se base sur l'observation des comportements. Donc davantage quand même sur les attitudes, sur le non-verbal, encore une fois. Ok, donc sur les comportements. C'est pour ça qu'en psychologie aussi, on différencie psychologie animale. Ouais. C'est plus que le comportement, c'est aussi tout ce qui est les processus cognitifs, etc. Ok. Ouais, exactement. Petite conclusion sur les consultations, en tout cas, avant d'entamer un point qui me tient vraiment à cœur. Donc ce binôme que l'on forme, vétérinaire, psychologue, éthologue, permet d'instaurer en tout cas un espace de parole libre pour les propriétaires qui sont souvent, ou qui se sentent en tout cas, impuissants face à un comportement qu'ils n'arrivent pas à interpréter et qui génère un sentiment de culpabilité, d'agressivité ou parfois de découragement. On offre au cours de cette consultation une écoute empathique, bienveillante, on essaye en tout cas, où les attentes et le vécu émotionnel de l'animal et des propriétaires sont pris en compte. Et donc, l'objectif de cette démarche, c'est d'aider les propriétaires à passer de la culpabilité à la responsabilité et à retrouver une relation harmonieuse et responsable avec leur animal. Voilà, c'est vraiment l'objectif de ces consultations. Alors, j'aimerais maintenant, à part si vous avez des questions, mais parler d'un point important
c'est les controverses qui existent sur les comportements gênants, sur les représentations qu'on se fait des comportements gênants. En fait, il existe, pour résumer, 2 grands courants de pensée chez les vétérinaires qui sont spécialisés en comportement. D'un côté, la zoopsychiatrie, et de l'autre côté, la thérapie comportementale, je dirais, ou la médecine vétérinaire du comportement, on l'appelle comme ça. Et ces 2 écoles diffèrent dans leurs analyses, dans leurs interprétations des comportements indésirables des animaux de compagnie et dans les prises en charge proposées. Alors, en 2 mots sur la zoopsychiatrie, en fait, la zoopsychiatrie, elle est inspirée de la psychiatrie humaine et elle s'appuie sur un modèle qui s'est lui aussi inspiré du DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux chez l'humain. Et donc, les zoopsychiatres appréhendent les comportements indésirables comme des maladies comportementales, des troubles comportementaux. Et ils utilisent une démarche, alors, pour certains, heureusement intégrative, où on a à la fois une démarche médicale avec la prescription de médicaments. Le problème, c'est que c'est généralement en première intention. Et puis, la thérapie comportementale ensuite. Je généralise puisque chacun a sa propre pratique, hein, mais dans la manière dont ces 2 écoles sont présentées, voilà ce qui est dit. Et de l'autre côté, l'approche comportementale, l'approche de médecine vétérinaire du comportement, celle que nous adoptons d'ailleurs, en tout cas le vétérinaire avec lequel je travaille, de son point de vue, de notre point de vue, je vais m'inclure, il est réducteur d'assimiler des comportements indésirables à des manifestations de troubles psychiatriques. Déjà, il n'y a rien dans la littérature scientifique qui permet de mettre en évidence des maladies psychiatriques chez l'animal. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais pour l'instant, on n'a pas d'appui. Et ces manifestations comportementales sont quand même la plupart du temps des tentatives d'adaptation, plus ou moins efficaces, à un environnement physique ou relationnel, ou les 2, qui n'est pas favorable à l'animal, et qui ont pour origine une défaillance, pas qui ont, mais parfois aussi la problématique peut être liée à une défaillance dans les apprentissages au cours du développement de l'animal. Un manque ou une mauvaise familiarisation à l'humain, par exemple, ou un manque de socialisation à ses congénères. Et la majorité de nos patients s'améliorent sensiblement sans l'aide de molécules, avec du temps et de nombreux ajustements, lorsqu'ils se trouvent dans un environnement physique, social, relationnel qui leur correspond. Alors je dis pas que les troubles psychologiques chez les animaux ou chez l'animal n'existent pas. Bien sûr qu'on a des chiens qui présentent des troubles anxieux. Bien sûr qu'on a des chiens qui présentent des troubles dépressifs. Mais je n'aime pas les termes qui sont repris du DSM et qui sont pathologisants. Les zoopsychiatres vont par exemple utiliser des termes comme la sociopathie féline, parce qu'il ne s'entend pas avec ses congénères. Enfin, je trouve que c'est... je n'aime déjà pas cette démarche en psychiatrie humaine. Je comprends que ça permette aux différents médecins de s'entendre aussi, donc c'est peut-être légitime dans certains cas. Mais voilà, moi ça m'embête surtout quand si on colle une étiquette à un animal d'une pathologie, qui est liée à une molécule associée. Parce que pour le DSM, on sait bien que c'est exactement ça. On a élargi d'ailleurs les catégories, les symptômes, pour que le plus de personnes possible puissent y entrer, afin qu'on puisse prescrire le plus possible de molécules. C'est pour ça qu'on est les champions de la prescription d'antidépresseurs, de psychotropes plus largement. Et donc ça m'embête que l'animal soit devenu, les animaux de compagnie, de nouveaux clients, voilà, pour les labos. Bon, je suis pas pro théorie du complot, mais c'est ma petite revendication quand même. Et donc, pourquoi je reviens là-dessus? Pourquoi il me semble important de ne pas coller une molécule directement sur des comportements gênants? Parce que les symptômes, donc les comportements gênants, je vais reprendre ce terme entre guillemets, parlent des manques et des besoins spécifiques de l'individu. C'est une sorte de lanceur d'alerte et qui ne va se taire que lorsque le message va être entendu. C'est ce qui doit nous interpeller et c'est ce qui doit nous conduire à un changement, comme la fièvre qui renseigne sur la présence d'une infection. Et donc, si on fait taire le symptôme gênant, on va pas faire disparaître la cause. Donc, lorsqu'on tente des modifications de son environnement physique et relationnel, des aménagements, des enrichissements, c'est justement la disparition spontanée
ou au contraire, la renforcement du symptôme, ça dépend, qui nous guide dans nos recommandations. Donc il me paraît impossible, moi, d'apprécier l'effet de changements environnementaux si on se prive des réactions naturelles de l'animal parce qu'il est médicamenté. Et en plus, on a peu de recul quand même sur les effets des psychotropes sur la cognition de l'animal. Et ça entrave quand même beaucoup de choses. Et on risque de les abrutir, alors que la plupart du temps, on souhaite qu'ils fassent de nouveaux apprentissages, en particulier les chiens, dans un processus de rééducation. Donc si on colle une molécule, on ne le rend pas apte à apprendre. Et puis bon voilà, les molécules ne sont pas neutres, c'est de mon point de vue, bien sûr là je parle en mon nom, c'est un moyen quand même relativement invasif qui touche à l'intégrité physique de l'animal, parce que les molécules vont agir sur l'ensemble, comme je disais, de ces processus cognitifs. Malgré tout, on présente au cours de nos consultations toutes les solutions possibles aux propriétaires, y compris le recours aux molécules psychotropes, en leur expliquant les avantages et les inconvénients de ces différentes alternatives, à partir de nos expériences cliniques, et surtout de ce que nous dit la science, ou ce que nous dit pas la science à ce sujet. Et donc les propriétaires sont en mesure de faire un choix responsable et surtout éclairé. Et donc il peut arriver que nous prescrivions des molécules, en particulier si les modifications environnementales sont limitées voire impossibles, et que le propriétaire s'oppose au placement, ou si c'est le choix du propriétaire, mais très rarement, parce que dans ce cas-là, généralement, on leur propose gentiment d'aller consulter un de nos confrères. Mais en tout cas, des molécules très rarement en première intention, plus souvent en dernière intention. Voilà pour ce petit partage, en tout cas, presque d'opinion, je dirais, quand même, sur ces deux visions des comportements gênants. Donc entre la zoopsychiatrie, qui est l'approche plutôt facile, où c'est direct un médicament par rapport à une pathologie. C'est en fait, oui, il y a plein d'avantages. Un patient qui va voir un zoopsychiatre, qui part de l'idée que son animal doit avoir un souci. Je sais pas, mon chien est hyperactif. Ok. Puis un professionnel qui dit oui, tout à fait. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de l'environnement. C'est en effet votre chien qui est hyperactif. On va lui donner un psychotrope pour le calmer, et vous n'avez rien à changer, ni chez vous, ni dans votre environnement physique. Bien sûr que c'est beaucoup plus accommodant pour la personne, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de bouleversement de son mode de vie, donc c'est bien sûr la solution de facilité. Alors, je ne veux pas accabler tous les zoopsychiatres, je dis pas qu'ils travaillent tous de cette façon, je dis que c'est une démarche. D'ailleurs, les zoopsychiatres, ce sont des vétérinaires. Ce sont des vétérinaires, ouais, qui ont une spécialisation à la suite donc de leur cursus initial. Et donc il y en a qui travaillent extrêmement bien, et donc chaque professionnel a sa propre manière de travailler, mais il y en a qui prescrivent systématiquement des molécules avec une étiquette et qui satisfont comme ça un grand nombre de propriétaires. C'est un petit peu, c'est un débat plus large, mais comme je sais pas pourquoi je fais la comparaison, mais si, c'est accepté ou non de faire des euthanasies de convenance, ça, chaque vétérinaire choisit, par son éthique, de le réaliser ou non. C'est un peu pareil. Après, ce que tu disais aussi avant, c'est que c'est aussi dans la formation des vétérinaires. Il n'y a pas assez de... Complètement. De psychologie ou d'éthologie ou des trucs comme ça. Ouais. C'est ça, sur les besoins, sur les modes de communication de l'espèce, c'est quand même fondamental. Ça, le truc dont tu viens de parler, là, l'euthanasie de convenance, oui. Je savais pas que ça existait avant de faire un stage chez un vétérinaire, parce que pour l'histoire, je voulais être vétérinaire quand j'étais petite. Et en fait, le vétérinaire chez qui j'étais faisait de l'euthanasie de convenance, donc je savais pas encore que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais concrètement, c'est un maître qui a le droit d'aller voir le vétérinaire en disant salut, j'en ai marre de mon chat, en gros, je peux plus l'avoir, euthanasiez-le. Je veux partir en vacances, je sais pas quoi faire, parce que j'en prendrai à nouveau après les vacances. Donc puis ça peut partir plus loin, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire si vous le faites pas, je lui tire une balle sur le parking, Oui, tout à fait. Et donc, il y a des vétérinaires qui font ça, et des chats qui sont piqués alors qu'ils vont très bien, et des chiens qui sont piqués alors qu'ils vont très bien. Et du coup, je n'ai plus jamais voulu faire vétérinaire après avoir découvert ça. Mais donc, du coup, j'ai une question plus de fond sur ces consultations, etc. Tu disais que c'est des gens qui sont déjà loin dans la relation avec leur animal, et qui arrivent souvent tard. Est-ce que vous faites aussi l'inverse, c'est-à-dire des gens qui s'interrogeraient sur le fait de pouvoir avoir un animal ou d'être en état d'en avoir un et de s'occuper d'un animal? Est-ce que vous faites aussi des consultations dans ce sens-là pour éviter qu'on en arrive à des euthanasies de convenance ou à abandonner nos animaux sur un parking
Alors ça, on le fait surtout à travers des formations et des congrès. C'est vraiment l'objectif du congrès que j'évoquais ou de nos ouvrages. Mais c'est vrai que des consultations, alors il me semble, c'est peut-être toujours le cas, que justement au centre hospitalier de Maisons-Alfort, ils faisaient des consultations bien-être. Simplement justement pour des personnes qui viennent d'avoir un chien ou un chat et qui veulent se renseigner sur comment bien faire, que lui proposer dans l'environnement pour être sûr de répondre à ses besoins. Et donc ça, c'est extrêmement précieux. Et puis, on a, et c'est ce que je disais depuis peu, des propriétaires qui font la démarche spontanément d'aller nous voir pour être conseillés, pour être sûr que leur animal se sente bien dans leur foyer. On en a qui viennent parce qu'ils viennent d'avoir un chiot ou un chaton. Mais on en a aussi, et ça c'est très touchant, qui viennent en disant j'ai l'impression que mon chat est un petit peu déprimé. Enfin, mais je suis pas certaine, mais je voulais juste avoir votre avis, ou certains. Et puis avec un animal qui est nickel, qui a juste un tempérament plutôt calme, donc qui est peut-être plus inhibé que d'autres congénères, mais qui va bien, qui est super lié à ses propriétaires. Et puis voilà, ils ont juste besoin d'être rassurés, d'avoir l'avis de professionnels. Et je trouve ça génial de voir ça. Ça contrebalance aussi ceux qui viennent désespérés et avec plus aucune énergie en plus pour faire le moindre effort pour changer les choses. J'ai aussi une question peut-être un peu plus générale sur la perception des gens. Est-ce que vous, au cours de vos années de pratique, là, vous avez vu une transformation dans la façon dont les gens perçoivent leurs animaux de compagnie ou les interprètent ou prennent soin d'eux, etc. Parce que j'imagine que ça va aussi avec un changement de mentalité sociale. Là, pour les animaux de compagnie, on n'est plus à se demander s'ils sont intelligents ou pas. On le sait, on est carrément à parler d'émotions, d'états psychologiques, etc. Est-ce qu'il y a des animaux pour lesquels c'est moins le cas et à quelle vitesse ça va en fait? En fait, il y a un petit biais quand même, c'est que nous on consulte à Paris, à Neuilly précisément. Donc on est dans un environnement urbain. Donc les personnes qui nous consultent sont généralement des chiens ou des chats, mais qui vivent captifs et qui ne sont là que pour la compagnie, en effet, et plus pour une fonction particulière qui aurait pu être la chasse, la conduite de troupeaux, etc., qu'on retrouve plus dans les milieux ruraux ou à la montagne, etc. Donc, généralement, voilà, ces personnes voient leur animal, en tout cas celles qui nous consultent, oui, comme un membre de la famille, ce qui est véhiculé beaucoup dans les médias actuellement. Après, certains vont du coup le considérer de la même façon, avec le même respect et la même bienveillance. D'autres voient leur animal comme faisant partie du foyer, mais pas comme un membre de la famille. C'est-à-dire qu'il apporte beaucoup au foyer, il apporte de la compagnie, mais par contre, il n'est pas vu comme un individu à part entière. Et c'est là où ses besoins risquent d'être négligés. C'est-à-dire qu'il est là pour mon confort, pour ce qu'il m'apporte, la compagnie. Donc là, on revient dans la fonction, et pas comme un animal compagnon. Hein, la nuance est subtile, mais elle est là. Animal de compagnie ou compagnon. Donc on a encore les deux, mais quand même, il y a une évolution radicale, déjà dans la société plus largement, et puis nous, on le ressent en effet dans les consultations, où les gens aussi cherchent à s'informer davantage. Le problème, c'est qu'ils trouvent de tout sur Internet, et, comme j'imagine dans beaucoup de disciplines, et du coup, parfois, ils mettent en application des conseils qui sont totalement erronés et qui causent de gros dégâts qui sont difficiles à rattraper ensuite. Ok, et du point de vue du comportement, pardon, j'ai plein de questions sur ce sujet parce que un grand plaisir. Comme dit Joanne dans la chatroom, oui, j'aimais les animaux avant d'aimer les plantes. Et en éthologie, du coup, en comportement animal, j'imagine que là, il y a de plus en plus de trucs sur les animaux de compagnie, puisque c'est finalement les animaux avec lesquels on est le plus amené à interagir sur une base régulière. Est-ce qu'on a fait des découvertes comme ça, un peu d'ordre psychologique, émotionnel, sur des animaux qui ne soient pas des chiens et des chats, d'autres mammifères, des oiseaux, des reptiles, des choses comme ça? Alors sur leur capacité, par exemple, cognitive ou la perception qu'ils ont de l'humain ou des choses comme ça? Oui, ce genre de choses. Est-ce qu'ils peuvent aussi rentrer dans une relation, avoir des besoins émotionnels du même type? Écoute, je dirais oui, même oui, parce que je le sais, j'ai vu au cours de congrès des chercheurs parler de différentes espèces, notamment aux congrès qui sont organisés par la SFECA, la Société française pour l'étude du comportement animal, et on a plein de jeunes chercheurs qui
s'intéressent à différentes espèces et qui présentent leurs travaux de recherche. Donc, par exemple, vraiment, on voit des poissons qui, alors, t'imagines, il y a quelques années, on pensait qu'ils avaient absolument pas de mémoire, mais ça encore, bien sûr qu'on a montré que si, ils ont énormément de mémoire et puis qui sont capables de faire des parcours d'agility, qui sont capables de reconnaître l'humain qui les nourrit. Voilà, je pense à ça. C'est pareil pour les moutons, pour les cochons, pour les poules. Donc si ça a été quand même montré sur différentes espèces qui ne vivent pas forcément dans le foyer humain, mais qui sont des animaux domestiques. Après, chez les animaux sauvages, très honnêtement, je suis moins calée. J'imagine qu'il y a des choses qui ont été faites, mais alors certainement sur les animaux sauvages captifs, quand on évoque en tout cas le lien avec l'humain, parce que sinon, à partir du moment où on peut les approcher, on biaise un peu la situation. Hein. Mais donc oui, ça se généralise. Enfin, comment dire, les travaux en éthologie se généralisent à diverses espèces, mais je ne suis pas spécialiste de toutes les espèces. Donc, je sais simplement que, voilà, ça a été montré chez d'autres espèces que le chien et le chat, ces capacités à comprendre l'humain, à ajuster ses comportements, ses modes de communication même. C'est surtout au cours de la domestication. Hein. Il y a les primates et les oiseaux aussi, Hervé. Ouais. Oui. En fait, il y en a tellement, c'est vrai. Les éléphants, énormément. Ouais. J'ai peut-être une question encore un peu globale, plutôt sur cet aspect justement prévention, du fait que peut-être qu'on pourrait encourager les gens à se renseigner avant d'avoir un animal pour éviter des situations où les animaux seraient dans le mal-être, les maîtres seraient dans le mal-être, etc. Est-ce que actuellement il y a des sujets à l'échelle politique par exemple, hein, pour rendre je sais pas ce type de consultation ou ce type d'encadrement ou de formation remboursé, encadré par un peu comme on le ferait pour des soins des soins humains, quoi. Est-ce qu'il y a ce genre de débat? J'aimerais bien rembourser. J'aimerais beaucoup rembourser, mais on n'y est pas encore. En revanche, c'est vrai que là, le grand débat actuellement, c'est la mise en place d'un permis pour avoir un animal de compagnie, qui est encore au stade, là, c'est un projet de loi. Et donc, est-ce qu'il sera en effet mis en application? Ça, je ne sais pas. J'espère beaucoup. Il y a un député qui milite beaucoup pour ça, qui s'appelle Loïc Dombreval, et qu'on avait invité au dernier congrès d'ailleurs il y a 2 ans, parce que c'est un congrès biannuel. Et d'ailleurs, je lui demande de réintervenir à ce prochain congrès pour nous dire où on en est de toutes ces lois sur l'évolution de la condition animale et de notamment ce permis aussi pour avoir un animal de compagnie. Ce serait même un permis, mais même sur 2 jours de formation, mais au moins pour acquérir les bases, parce que on a un diplôme qui est obligatoire pour les de 2 jours et demi. C'est pas beaucoup non plus pour les professionnels, pour ceux qui veulent travailler avec des animaux de compagnie, ils sont obligés d'avoir 2 jours et demi de formation. Mais après, ils peuvent s'installer, hein, ils peuvent se dire comportementaliste avec 2 jours et demi de formation. Donc après, c'est comme beaucoup de métiers aussi. Il faut ne pas hésiter en tant que propriétaire, lorsqu'on s'adresse à un professionnel, à se renseigner sur sa formation, quoi. Voilà, mais c'est vrai que à part des ouvrages, il y a aussi quand même pas mal de centres de formation qui proposent des formations pour le grand public, des webinaires ou des petites formations en ligne. Avec la période Covid et confinement, ça s'est développé beaucoup, les formations en ligne. Nous, on fait le congrès et des livres. On ne fait pas de formation en ligne pour les propriétaires, pas pour le moment en tout cas, mais uniquement pour les professionnels. Voilà, on éduque déjà les professionnels, si j'ose dire. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même pour les particuliers. Après, il faut savoir lesquelles sont bonnes ou pas à apprendre aussi. C'est toujours complexe. Vous partagez déjà pas mal de choses sur les réseaux sociaux, hein. Animal d'université, sur YouTube, sur Instagram, il y a pas mal de choses. Oui, on essaye c'est vrai que tous les jeudis, on présente des cas cliniques, des cas pratiques et puis des articles interdisciplinaires, éthologie, vétérinaire, éducation, psycho. Et c'est toi qui fais ça à chaque fois ou... Pour les cafés, ce qu'on appelle les cafés étho, les cafés psycho, moi je fais l'éthologie, la psychologie. Mon associée qui est éducatrice comportementaliste, elle fait l'éducation. Et Thierry fait la partie vétérinaire. On est on marche vraiment en trinôme en tout cas, et parfois on fait appel à d'autres professionnels s'il faut d'autres spécialistes pour aborder certaines questions en particulier. Mais vraiment,
j'ai été très inspirée par cette démarche interdisciplinaire depuis qu'on a fait ces 2 bouquins sur le chien, sur le chat et le congrès. Et maintenant, je me dis que c'est ça qui est important parce que sinon on reste dans un étau et pour enrichir ses connaissances et amener une réflexion plus complexe, plus élaborée, on a besoin de croiser les sciences et pas que, hein, les expériences de terrain qui sont très importantes parce que la science, elle s'appuie aussi sur déjà des constats empiriques, hein. C'est très vrai ce que tu dis. Enfin, voilà, je suis toujours très enthousiaste quand les gens disent oui, il faut plus d'interdisciplinarité, c'est bien. Je suis tout à fait d'accord. Et je fais peut-être un grand écart, mais j'ai une question plus de curiosité maladive comme ça qui m'intrigue et peut-être t'as la réponse. Tu vois, il y a des traits de caractère. Enfin, est-ce qu'il y a des traits de caractère déjà chez les animaux? Voilà, est-ce qu'il y a des chiens plus curieux, plus Exactement, bah ouais, c'est vraiment comme les humains et c'est intéressant parce que alors oui, on a des chiens par exemple qui vont être plus timides, plus réservés, d'autres qui vont être plus amenants, plus téméraires mais ça dépend des individus qu'ils ont en face d'eux. Puis il y a certains chiens qui ça étonne encore les propriétaires de dire mais mon chien, je sais pas pourquoi il peut pas encadrer celui-ci. Bah comme toi humain, tu peux pas encadrer parfois ton collègue ou quelqu'un que tu rencontres. Parfois, on a du mal à l'expliquer, une attitude, une démarche, voilà. Et donc oui, il y a des tempéraments différents chez les chats, chez les chiens, et c'est vraiment hyper intéressant en consultation de pouvoir les comparer justement à travers ce contexte qui est standardisé et de voir. On filme beaucoup les comportements des animaux au cours de nos consultations et de voir comment ils explorent l'environnement ou qu'ils n'explorent pas, comment ils restent collés à leur propriétaire ou comment ils restent à distance, ce qui veut pas dire qu'ils n'ont pas de lien avec le propriétaire, hein, d'ailleurs. Comment ils sollicitent le contact avec nous qu'ils ne connaissent pas ou alors ils ne risquent pas du tout de nous approcher. Enfin, c'est captivant et je disais là récemment que ça m'a vraiment vraiment appris là ce cursus en éthologie à observer et à devenir vraiment plus fine dans mon observation à la fois des humains aussi. Par exemple, je vous partage une de mes interrogations, c'est que en tout cas dans le domaine des animaux, de ceux qui sont sensibles aux animaux, hein, si un chien vous mord, ok, généralement, vous allez dire « Oh là là, mince, mais j'ai dû l'inquiéter ou j'ai dû faire quelque chose qui l'a insécurisé. » Bon, vous essayez de le comprendre, quoi. Et par contre, si c'est un humain, typiquement aux heures de pointe à Paris, là, qui vous pousse pour sortir du tram, je me vois pas spontanément, là, je parlais moi, dire « Ah mince, qu'est-ce que j'ai pu faire ou qu'est-ce qui lui est arrivé ce matin ou dans sa vie pour manquer autant d'éducation ?» et on est moins tolérant, on se pose moins ces questions-là qui peuvent expliquer aussi un comportement. Alors bon, l'exemple du métro, il est un peu naze, mais c'est quelqu'un qui nous fait une réflexion blessante. Qu'est-ce qui l'amène à être comme ça, à se montrer agressif envers nous? Et du coup, je trouve que l'éthologie, le fait de travailler à faire des hypothèses, des inférences sur ce que l'animal peut penser ou ce qui a motivé son comportement, et ben je me pose maintenant les mêmes questions sur l'humain et ça me rend bien meilleur psychologue. Je pense que maintenant, si j'étais psychologue, si j'avais un cabinet, je serais bien meilleure. Et il y a un peu cette idée reçue qu'on voit dans les 101 dalmatiens, par exemple, que tel maître égale tel chien, tu vois, où tu vois défiler les gens qui ressemblent exactement à leur chien. Est-ce que ça, c'est valide comme observation ou est-ce que pas du tout? C'est vrai que si, il y a certaines études qui l'ont mis en évidence quand même. Alors pourquoi est-ce qu'on a tendance à prendre un animal, parce que ça c'est par contre j'en sais rien, les raisons. Est-ce qu'on a tendance à prendre un animal parce que je sais pas, j'ai les cheveux blonds, je vais prendre un cocker gold ou un golden retriever parce que c'est ce qui me ressemble le plus? Est-ce qu'on se base sur l'esthétisme? Est-ce qu'on se base sur les tempéraments parce qu'on se dit moi j'ai un tempérament plutôt calme, je vais prendre un chien qui lui-même est calme, une sorte de force tranquille. Est-ce que là ça paraît très logique, on est hyper sportif, on est tout le temps dehors, on va prendre un chien qui a plutôt cette tendance à pouvoir courir des kilomètres, à être infatigable, avec qui on peut partager ses activités. Donc il y a des assemblages, des matchings qui sont logiques d'un point de vue comportemental. Après, d'un point de vue physique, c'est plus dur à expliquer, je vous l'accorde. Après, en même temps, en psychologie, j'avais lu que on avait tendance à adopter des enfants qui nous ressemblaient.
qu'on avait le choix. Donc, mais après, bon, est-ce que c'est pas parce que aussi on a envie de penser que c'est voilà le nôtre réellement et que ça aide peut-être s'il nous ressemble? J'en sais rien. Et question connexe du coup à ça, désolée j'en ai beaucoup, mais est-ce que, enfin, les chats et les chiens, c'est quand même les trucs qui ont été les plus sélectionnés dans l'histoire de la domestication, je pense. Je pense que on dit pas de bêtises quand on dit on a cette affirmation. C'est ça. Du coup, est-ce que on a sélectionné aussi artificiellement des traits de caractère, et du coup, est-ce qu'il y a des races de chiens qui sont complètement dépressives et des races de chiens qui sont complètement sous acide, je sais pas. Alors oui, non mais si, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça, pareil, j'aurais dû peut-être insister dessus. C'est là aussi il y a un manque de connaissances qui est hallucinant sur cette sélection artificielle extrêmement intense qui a eu lieu sur les chiens, surtout sur les chiens au départ. Puis après je parlerai peut-être un petit peu des chats. Parce qu'au départ, les chiens, oui, ils assuraient des fonctions. Donc je les ai cités tout à l'heure, la chasse, la conduite de troupeau, la garde, etc. Et du coup, bien sûr qu'on les sélectionnait sur des traits de tempérament, des tendances comportementales en tout cas, pour être les plus aptes à ces fonctions-là. Et ce qui est complètement aberrant, absurde, c'est que maintenant, ces tendances comportementales qui étaient qualifiées d'aptitudes, en fait, dans leur travail, elles sont reprochées aux chiens, à ces mêmes chiens qui maintenant doivent avoir la fonction de chien de compagnie. Mais ça fait X générations, des centaines, voire des milliers de générations que ces chiens sont sélectionnés pour, par exemple, un chien de chasse pour aboyer quand il a trouvé sa cible. Je dis ça, un chien de terrier. Voilà, les chiens de terrier, ils aboient beaucoup, ok? Et maintenant, en appartement, ils disent « Ah, mais c'est insupportable ce chien qui aboie tout le temps. » Mais attends, faut savoir ce que tu veux. Ça a été le champion parce qu'il aboyait justement extrêmement bien et au bon moment. Et maintenant, quand il aboie à la maison, parce que tu en as voulu un chien de compagnie et t'as voulu ce changement extrêmement rapidement sans faire à l'élevage les changements qu'il fallait de sélection sur le comportement, faut pas s'étonner. Et donc là, il y a un problème, il y a deux problèmes. Le problème, on pourrait dire, les éleveurs, merde, qu'est-ce qu'ils font? Pardon pour le, qu'est-ce qu'ils font? Ils devraient changer la sélection qui est réalisée sur les comportements présentés par les chiens dans une portée. Par exemple, si on veut un chien de compagnie, on va pas prendre le plus actif, on va prendre celui qui a un petit peu moins, qui est un peu plus smooth, et puis on va le croiser avec un autre qui est un peu plus smooth, et puis ça donnera des super smooth. Bon, mais si on fait ça, le problème de la génétique, c'est que en sélectionnant sur le comportement, on va changer aussi l'aspect physique parce que les gènes sont liés. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, il y a une expérience extrêmement connue sur les renards de Belaïev. On lui avait demandé de transformer des renards sauvages en renards beaucoup plus familiers. Il me semble, tragique histoire, que c'était pour qu'ils se laissent approcher pour qu'on puisse leur retirer leur fourrure à vif. C'est horrible. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est que il a dans un enclos où il y avait des renards sauvages gris. Il a sélectionné parmi eux ceux qui se laissaient le plus approcher. Il tendait sa main avec un gant et puis regardait ceux qui s'approchaient sans mordre, voilà, sans être trop farouche. Et puis il en prenait deux qui faisaient matcher. Et puis de leur portée, pareil, il reprenait les deux qui étaient les plus dociles. Et puis en quelques générations, j'ai plus le nombre, mais extrêmement rapidement, il a eu des renards qui se comportaient non seulement comme des chiens, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à aboyer, à remuer de la queue en présence de l'humain, mais qui ont changé de couleur, qui sont devenus roux. Parce que, encore une fois, les gènes sont liés. Et c'est le gros problème des éleveurs. S'ils touchent au comportement des chiens, pour les rendre, mettons, plus dociles, ils vont changer l'aspect physique. Et donc, ils vont gagner moins de concours de beauté. Et donc, ils vont peut-être pas répondre aux critères esthétiques des particuliers. Parce qu'il y a quand même un choix sur l'esthétisme. Donc, c'est un micmac qui est extrêmement complexe, mais aussi aberrant, voilà, et dont on a du mal à sortir, à part certains éleveurs qui heureusement font un travail formidable, il faut pas non plus le négliger, et qui sélectionnent surtout sur le comportement et qui essayent de dealer aussi avec l'aspect physique, mais voilà. Donc moi je suis scandalisée par le fait que selon notre bon vouloir, on veut des chiens qui soient, par exemple les Malinois, qui soient au taquet non-stop. Les Malinois, ils ont été utilisés pour faire la guerre. Donc on leur demandait d'être extrêmement vigilants, alertes tout le temps, de pouvoir réagir, être impulsifs. Et maintenant,
on les traite d'hyperactifs en appartement, de stressés, ils ont l'air anxieux tout le temps, ils sont pas anxieux, ils sont alertes, c'est ce que tu leur as demandé pendant des générations, et puis du coup on leur colle une molécule pour les abrutir, pour les rendre moins alertes. C'est n'importe quoi, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Est-ce qu'il n'y a pas des catégories de chiens du coup qui devraient être interdites à la possession dans certains cadres, comme les cadres d'un appartement ou des choses comme ça? Non, je pense qu'il faut vraiment retravailler. C'est-à-dire que maintenant, il y a des lignées de travail qui sont conservées parce qu'il y a encore des chiens qui ont des fonctions. C'est toujours le cas, des chiens, voilà, détecteurs d'explosifs, des chiens de la sécurité, etc. Mais pour les chiens qui doivent être des chiens de compagnie, qu'on sorte de ce clivage lignée de travail, lignée de beauté, et qu'on travaille sur des lignées avec des tendances comportementales qui répondent aux exigences de propriétaires qui veulent des chiens de compagnie et qui veulent, pour la plupart, pas tous, mais vivre en ville aussi, parce que ça, c'est un critère important. Et tous les élevages sont situés en milieux ruraux. Si après les éleveurs font pas non plus ce travail de familiariser les chiens, les chiots en l'occurrence, au milieu dans lequel ils vont vivre ensuite, il faut pas s'étonner que les chiens présentent une anxiété exacerbée dans un milieu urbain qu'ils ne connaissent pas, dont les odeurs sont pas les mêmes, les stimuli visuels sont extrêmement importants, sonores, etc. C'est intéressant de voir toute la réinterprétation que tu peux faire de tous ces comportements et de tous ces trucs-là à la lumière de ta discipline à toi. Enfin, c'est vachement intéressant comme mélange. Donc. Et c'est vrai que moi, je connaissais pas du tout tout ce côté cynophilie, l'origine des races, et je l'ai appris au cours de ma thèse. Et ça explique tellement de choses, c'est fondamental de comprendre ça pour consulter en comportement en tout cas, parce que la sélection artificielle. Alors juste un point sur le chat, c'est un petit peu différent parce que le chat, ça a été un peu l'inverse. Le chat, il a répondu, il avait une tendance comportementale initiale qui était celle de prédation. Et donc, ça nous a servi dès le départ. On n'a pas eu besoin de les sélectionner pour ça. On s'est rendu compte, c'est chouette de garder les chats à nos côtés. Ils vont pouvoir exterminer les nuisibles, les rongeurs, etc., pour préserver nos récoltes. Donc, on a plutôt toléré les chats à nos côtés. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, c'est quand même chouette les chats, ce serait bien des chats de compagnie. Et puis là, du coup, on a commencé à garder des chats à l'intérieur, à les sélectionner sur des critères soit de couleur de robe, soit de taille, etc. Et sur le comportement ensuite, pour les rendre aptes à vivre captifs et à supporter du coup la proximité avec l'humain ou avec d'autres congénères. Si bien qu'on a fait ce travail justement, qui n'a pas été effectué sur toutes les races de chiens, que certaines, de avoir des chats de compagnie. Et c'est pour ça que je fais une généralité, hein. Bien sûr, chaque individu est différent encore une fois, mais que les chats de race ont plus de facilité en général de s'adapter à l'environnement captif que les chats européens, ce qu'on appelle les chats de gouttière, dont tous les ancêtres en fait ont vécu comme des chats d'extérieur, qui n'avaient pas de contraintes, qui étaient libres d'interagir ou de se nourrir comme ils le souhaitaient. Du coup, voilà, donc ça ne veut pas dire que tous les chats de race s'adaptent bien à la vie captive, et ça ne veut pas dire que les chats européens ne peuvent pas s'adapter à la vie captive, mais en tout cas, de connaître un petit peu l'origine de cette sélection artificielle, ça nous permet de comprendre un petit peu mieux les choses. Et encore une question, mais plutôt d'ordre éthique du coup, sur toutes ces sélections qu'on peut faire en élevage, etc. Est-ce que y a des gens qui travaillent sur des lois, par exemple, pour pas que ça dégénère un peu on sait qu'il y a des races de chiens qui arrivent plus à respirer, qu'il y a des races de chats qui peuvent pas manger tout seuls si on leur fait pas une petite pile de croquettes parce qu'ils ont le museau trop aplati. Enfin, il y a des tas de trucs qui sont quand même relativement handicapants. Est-ce qu'il y a des lois qui encadrent ça aussi? Alors oui, par exemple cette problématique-là qui touche à la santé de l'animal, on en parle davantage. Ce qu'on appelle les hypertypes. Donc c'est des critères esthétiques poussés vraiment à leur paroxysme, et ce qui rend les déplacements ou voilà même la respiration des chats ou des chiens extrêmement compliqués, notamment ceux qui ont, comme vous le disiez, comme tu le disais, excuse-moi, le museau aplati, les brachycéphales. Ça, on en parle parce que oui, la protection animale l'a mis pas mal en avant, parce que ça amène à des frais exorbitants, des frais vétérinaires pour les propriétaires. Donc là, on en a beaucoup parlé. Et puis donc il y a eu, oui, à partir du moment où l'ordre des vétérinaires commence à se mettre à pointer son nez dedans, ou que comment on appelle ça,
la société de cynophilie ou le LOF, etc., commence à mettre en évidence ces problématiques-là, bon bah ça fait changer, par exemple, ils changent les critères lors des concours de beauté. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que maintenant on interdisait aux juges d'accepter ou de voter pour un chien ou un chat qui avait le nez trop écrasé. Voilà, je donne un exemple. Et du coup, bah ça encourage les éleveurs à moins sélectionner justement ce trait caractéristique parce que sinon ils sont plus sélectionnés. Mais bah ça c'est déjà une avancée majeure, c'est sûr. Bien que, objectivement, pour l'instant, je vois pas tellement l'impact. J'en vois encore énormément des hypertypes. Je crois que vraiment, il y a une réelle demande de ces traits néoténiques, on les appelle comme ça, parce que ça donne un aspect un peu juvénile à ces chiens ou ces chats, de la part du grand public, des propriétaires. Mais le souci, c'est aussi le comportement. Et ça, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour éviter qu'on continue à remettre à des propriétaires qui vivent en ville, mais même ailleurs, des chiens de travail qui sont des champions, mais qui deviennent des vrais handicaps pour des propriétaires qui n'ont pas le mode de vie qui convient. Et c'est injuste pour le propriétaire, c'est injuste pour l'animal, et c'est pour ça qu'on a tant d'abandon, hein. C'est pour ça, c'est quand même la première cause d'abandon, les troubles du comportement. Quelqu'un qui demande pourquoi est-ce que dans les espèces de compagnie on a si peu d'espèces déjà pourquoi est-ce qu'on a peu d'espèces de compagnie et pourquoi est-ce qu'on n'a pas sélectionné le fait qu'elles soient autre chose que carnivores, par exemple. Ça a peut-être évolué, ça, hein. Peut-être que ça peut évoluer, c'est une très bonne question sur l'alimentation. Peut-être qu'ils vont changer aussi leur mode d'alimentation au fur et à mesure de vivre dans un environnement anthropique, un environnement humain. Encore une fois, c'est toujours le même problème, c'est regardez, le chien le plus populaire, c'est le berger australien, qui est pas à la base un chien de compagnie. Quoique, à la limite, pour le berger australien, je trouve que il y a des éleveurs qui font vraiment bien leur boulot et on arrive à avoir des bergers australiens super bien en chien de compagnie. Donc, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais le malinois, il doit être en 2e ou 3e position. Et parce que on veut cette apparence-là. Je veux telle robe, je veux un animal fit de cette manière-là. Et si on travaille encore une fois sur leur docilité, sur les caractéristiques qui en feraient des bons chiens de compagnie, on risque de changer l'apparence physique. Et du coup, il y a quand même beaucoup de monde qui préfère choisir sur l'apparence physique que sur le comportement. Hein. Ou ils se rendent peut-être pas compte, mais en tout cas, leur choix se base sur l'esthétisme. Tu as eu d'autres choses à dire, Sarah ? Tu me disais qu'on a l'habitude aussi dans ces podcasts de conclure souvent sur une citation, une phrase. Une citation, oui. Ouais, j'ai bien envie parce qu'en plus ça me fait chaud au cœur sauf que mon chat appuie sur mon ordinateur et vient de feuler parce qu'il était pas content que je le déplace de mon ordinateur. Ouh, quelle patience. Donc je vais essayer de pouvoir lire ce qu'il y a. Non, je voulais citer en fait celui qui a supervisé ma thèse, mon directeur de thèse à l'époque, qui est professeur d'éthologie maintenant à la retraite, qui s'appelle Gérard Le Boucher. Et puis, il a dit une phrase qui je trouve, est adaptée en tout cas pour ce podcast-là. Il disait « Nos façons d'être au monde sont différentes, mais nos univers peuvent se rencontrer. » Donc, en parlant justement des animaux de compagnie, mais c'est plus largement, je pense, aux animaux, pas que les animaux domestiques, par ailleurs, qu'elle pourrait s'appliquer cette phrase. Donc, je l'aime bien. Voilà. Eh bien, on va conclure là l'émission, j'imagine. Donc nous arrivons à la fin de cette émission. Merci encore à toi, Sarah, Janin, pour tout ce que tu nous partages ici, mais aussi sur les réseaux sociaux. Avec grand plaisir. Et merci à vous, auditeurs et poditeurs, qui nous suivez et écoutez jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes aussi clairs que celui-là, en appelant un chat, sans s'en donner un mal de chien, et en attendant que servir la science soit votre joie.